Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue chez Univers 18, la chaîne des leaders, la chaîne qui vous donne des informations réelles et vérifiées. Vous êtes bien ce soir sur votre podcast Bon Sens, l'émission qui vous donne des idées pertinentes dans l'entrepreneuriat, dans le leadership, dans le développement personnel. Ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir un Danane, un grand monsieur, un visionnaire, un entrepreneur, l'homme qui cartonne dans le monde du numérique. Il a un cœur porteur de lumière. Cette fois-ci, c'est le chargé de la communication de l'Alliance française de Kaolack. Il est le point focal du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire au Sénégal. Il est avec nous ce soir. Jean-Waly Sarr, bonsoir. Bonsoir Alsan, bonsoir chers téléspectateurs de Univers TV. Je suis ravi d'être avec vous dans cette émission, dans ce moment de partage avec les jeunes. Et c'est encore une fois un plaisir d'être avec toi, de pouvoir partager avec toi. Je connais ton engagement dans l'espace médiatique aussi, quelque chose que j'apprécie. Je te suis et je suis ravi de pouvoir être ici et partager avec toi à travers Univers TV. Merci beaucoup Jean-Waly, et c'est toujours un plaisir nous aussi de vous recevoir en tant qu'entrepreneur. Jean-Waly, à Kaolack, tout le monde connaît Jean-Waly à l'Alliance française de Kaolack, le fondateur de Kaolack Innovatech, le représentant également du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire au Sénégal. Jean-Waly, beaucoup de jeunes maintenant s'investissent. Ils ont intégré le monde de l'entrepreneuriat, mais nous le savons tous qu'entreprendre, ce n'est pas du tout facile. Alors, entreprendre, c'est quoi, Jean-Waly? Oui, je pense qu'en y réfléchir beaucoup, entreprendre, c'est une somme d'échecs. Et ça, c'est une réalité. Une somme d'échecs. Oui, c'est ça. Entreprendre, c'est une somme d'échecs. C'est vivre continuellement dans l'échec. Maintenant, cette vie qu'on a dans l'échec doit être, disons, le tremplin sur lequel on doit s'appuyer pour avancer. Tu vois, et c'est ça surtout qui est disons, extraordinaire dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est vrai, beaucoup de jeunes plongent dans ça. Bien avant, bien sûr, l'entrepreneuriat a existé, ça a toujours existé dans nos sociétés, mais l'aspect médiatique n'était pas aussi développé que ça. Et peut-être que c'est pour ça qu'on ne se rend pas compte de l'impact que ça a eu avant. Mais aujourd'hui, si on en parle, on voit qu'il y a pas mal de jeunes qui s'investissent dedans. On voit que, bien sûr, à côté des réussites, qui sont une somme d'échecs, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi des échecs totaux. Mais justement, c'est ça qui fait son charme. Parce que par derrière, on dit, quel que soit le côté dans lequel on se positionne, on sort gagnant. Parce que quand on dit, voilà, j'ai entrepris, je n'ai pas réussi, par derrière, il y a une expérience qui est capitalisée. Tu vois? Et quand on a réussi, non seulement on a capitalisé une expérience, mais on a fait aboutir une idée. Et c'est ça qui est extrêmement important dedans. C'est-à-dire, quelle qu'en soit la position, on sort gagnant dans ça. Et c'est ça qui fait que aussi l'entrepreneuriat est fascinant. Il est ce qu'il est. Et il attire pas mal de personnes, en plus maintenant d'être un aboutissement socio-économique pour, disons, l'environnement dans lequel on évolue, mais aussi pour le pays dans lequel on vit. Chers téléspectateurs de Univers 18 TV, je vous l'avais dit, il s'appelle Jean-Waly Sarr, il a une mémoire très fertile. Aujourd'hui, toujours, on va parler de l'entrepreneuriat. Alors, il a parlé premièrement de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire quand on entreprend, on apprend à mourir. Alors, Jean-Waly, quand on parle de l'entrepreneuriat, qu'en est-il avec les erreurs? Qu'en est-il le fait d'être réceptif? Qu'en est-il le fait d'apprendre à partir de ces erreurs? Alors, je pense que c'est ça au fait le charme, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est le charme, parce qu'on n'est jamais trop compétent ou compétent dans un domaine. Même si, comme disent certains, on a des diplômes universitaires ou pas, on a des certifications, on a des attestations, mais tout ça va dans le champ du théorique. Alors que l'entrepreneuriat, il t'amène tout de suite, plonge tout de suite dans la pratique. Et quand on est dans la pratique, c'est comme si on réapprend. Et quand on dit apprentissage,
c'est parce que par derrière, il y a un manque de maîtrise, un problème de compréhension, un problème d'accaparement. Et à ce moment-là, bien sûr, dès qu'il y a ces éléments-là qui se posent, il y a les erreurs qui vont arriver. Parce qu'on aura peut-être souhaité faire une chose de telle manière ou d'une autre, et on ne l'a pas fait comme ça, tu vois. Et donc, justement, cette somme d'erreurs ou ces erreurs que l'on fait peuvent, disons, certains même vont dire des erreurs de débutants. Mais vous voyez, on est toujours débutant. Ouais. C'est juste une question de niveau. Tu vois, on peut être professionnel à un premier niveau. Par exemple, quand on vient de démarrer, on peut avoir tous les outils qu'il faut, on peut comprendre tous les process, on peut avoir toute une maîtrise complète par rapport à ce qu'on est en train de faire. Et là, on fera peu d'erreurs. Les erreurs peuvent être, disons, extrêmement lourdes si elles s'accumulent. Et là, on parle plus d'erreurs, mais on parle de fautes. Mais à un moment donné, on accepte cela si et seulement si on revient toujours pour faire une réorientation, une correction. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'il faut toujours aussi pouvoir accepter d'être dans l'erreur pour pouvoir avancer. Et c'est ça qui fait aussi le charme de l'entrepreneuriat, comme je disais tout à l'heure. Et du coup, tous ces erreurs, tout cet assemblage d'erreurs qu'on peut faire lors de son parcours, ben, c'est ça qui fait que l'on grandit sagement, on comprend les process, on maîtrise plus ou moins son business et on avance, on fait avancer plus ou moins son idée d'entreprise. Mais il n'y a pas de peur aussi à ne pas en faire. Voilà. Quand on a peur d'échouer, on a moins de sens pour gagner. Alors, Jean Wally, aujourd'hui, la plupart des jeunes, ils se plaignent, on n'a pas de boulot, on n'a pas ceci, on attend l'État. Alors, pourquoi nous devons apprendre à entreprendre de nos jours, surtout au Sénégal? Pourquoi nous devons entreprendre? Alors, d'abord, il faut comprendre que quand on parle du Sénégal, on pense tout de suite à sa jeunesse, si on doit parler d'emploi. On passe tout de suite aussi, en termes de statistiques, au taux de chômage. Alors, et ce taux de chômage-là, il y a beaucoup plus d'impact chez les jeunes que chez toute autre tranche d'âge. Et au vu de cela, tout de suite, dans l'univers de l'employabilité ou le monde de l'emploi, la question qui revient tout de suite pour un jeune, c'est un jeune diplômé ou pas, comment j'ai fait pour trouver un emploi, comment j'ai fait pour m'insérer professionnellement. Et à partir du moment où on se pose cette question, il y a deux réponses qui peuvent venir. Soit je trouve un boulot moi-même, je trouve un boulot dans une entreprise où, quand on a les diplômes au niveau de l'État, dans les démembrements de l'État, ou bien, soit je dis, OK, ben, je vais me débrouiller par moi-même. Se débrouiller par soi-même, c'est faire de l'auto-emploi. Donc l'auto-emploi, c'est à travers l'entrepreneuriat, ainsi de suite. Donc ce qui fait que dès qu'on se pose ces questions-là et qu'on choisit la deuxième option, se débrouiller par soi-même, là, des engagements sont encore plus importants. Les engagements que l'on doit faire pour pouvoir avoir cet emploi-là qu'on souhaite donner à soi-même. Vous voyez? Et c'est ça qui fait que l'écosystème dans lequel on évolue va se développer. C'est ça qui fait que soi-même, on va apporter une réponse à notre situation. Mais c'est ça qui fait que soi-même, on va apporter aussi une solution. Non seulement une solution d'employabilité des jeunes, parce que si le projet marche, si l'entreprise a grandi, tu pourras employer davantage d'autres jeunes à des postes de responsabilité dans ton entreprise. Ça, c'est un. Et deuxièmement, l'entrepreneuriat en tant que tel est un facteur de développement économique, comme on dit. Donc, il est important que non seulement par rapport à l'observation qu'on va faire de son milieu, de comprendre qu'on doit pouvoir apporter des solutions, donc avoir des idées à partir de cette observation-là et apporter des solutions par rapport aux problématiques qui se posent. Mais aussi, justement, ça va être un apport, ça va permettre d'avoir un apport pécuniaire pour soi, mais aussi d'être une solution pour la société dans laquelle on évolue. Et donc, entreprendre, du coup, devient, disons, pas forcément une obligation, mais ça devient une finalité, surtout pour notre société sénégalaise. Parce que justement, quand on regarde un peu partout dans nos quartiers, il y a pas mal de choses qui font qu'on doit pouvoir s'engager. Voilà. Maintenant, quand on s'engage, on décrit juste le chemin par lequel on va passer, c'est-à-dire soit on fait de l'entrepreneuriat social
pour apporter des solutions à fort impact social, soit on fait de l'entrepreneuriat économique, disons, à profit, ou on va voir des entreprises privées qui seront créées après, bien sûr, sans extrapoler les différentes étapes qui précèdent le bon fonctionnement ou la mise en place d'une entreprise. Mais voilà, je pense qu'en somme, l'entrepreneuriat, c'est une chose qui, en tout cas, une obligation aujourd'hui, surtout avec les jeunes qu'on a, qui se cherchent et qui cherchent justement à s'insérer professionnellement, qui cherchent à avoir un emploi et bien sûr à être utile à la société. Parce qu'en fin de compte, c'est ça l'objectif que le jeune souhaite avoir. Et justement, ça se justifie parce que les hommes les plus riches au Sénégal, que ce soit en Europe, ils ne sont pas véritablement des fonctionnaires. Comme quand on prend le cas de Sedima, on prend le cas de Babacar Gueye et beaucoup d'autres entrepreneurs qui sont aujourd'hui très riches et véritablement, ils ne sont pas des fonctionnaires. Alors, en parlant toujours de l'entrepreneuriat, ça demande des projets, mais également ça demande des qualités. Alors, est-ce qu'on peut voir ensemble quelles sont les qualités qui sont nécessaires pour un entrepreneur? Alors, l'une des qualités les plus importantes pour un entrepreneur, c'est la résilience. La résilience. C'est tout. Quand tu n'as pas cette résilience-là, cette capacité à résister, à surmonter les épreuves, à être là, à faire des conciliations, quand tu n'as pas cette capacité, tu as tendance à ne pas aller loin dans l'entrepreneuriat. Et ne jamais perdre de vue son objectif final. Parce que le chemin, bien sûr, il y aura plein de tentations. Tu verras quelqu'un qui a un potentiel extrêmement fort, mais justement, le poids social va faire qu'il va laisser, il ne va pas oser entreprendre, parce que les risques qui existent dans l'entrepreneuriat, il ne peut pas les surmonter à cause du poids social qui pivote sur lui comme une épée de Damoclès. Et donc, justement, avoir cette capacité de résilience, c'est avoir cette capacité à résister à toutes les tentations qui peuvent graviter autour de soi. Tu vois? Et en y résistant, en y faisant fi, bien sûr, ce n'est pas de la méchanceté qu'on s'impose, ce n'est pas un cœur dur qu'on impose, mais c'est justement, comment je dirais, c'est comme on dit. Ouais, tu sais, souvent on dit que le vieux qui est assis sous l'arbre voit mieux que le jeune qui est monté sur l'arbre. Tu vois, on dit ça souvent. Mais juste pour dire que parfois, il arrive que l'entrepreneur, qui est souvent, très souvent, c'est des visionnaires. Un entrepreneur, c'est un visionnaire. Et il arrive que, justement, il a une vision assez claire de là où il veut amener sa communauté, de là où il veut amener sa société. Mais il est parfois très mal compris, justement. Et s'il ne sait pas faire face à cette incompréhension de ses semblables, de ses proches, bien, il ne va pas aller loin. Donc, il faut qu'il puisse être dans cette position de résilience, revenir tout le temps, s'armer, s'outiller pour pouvoir avancer. Particulièrement au Sénégal. Exactement, particulièrement au Sénégal, où notre société a une typographie et une typologie assez particulière, justement. Et je pense que c'est ça qui fait le fort des défis, justement, de l'entrepreneur sénégalais, qui brille un peu partout à travers le monde. On en voit des jeunes qui, aux États-Unis, sont les meilleurs vendeurs de véhicules, des jeunes qui dirigent Google, et ainsi de suite. Donc, c'est justement parce qu'on navigue dans un environnement assez complexe qui a son charme, mais justement qui a ses limites sociales et qui freine beaucoup plus les jeunes par rapport à ces développements. Mais si on a cette résilience, on arrivera certainement à briller, comme un peu partout ça se fait à travers le monde. Et le fort de la chose, justement, c'est en dehors de cette résilience, c'est justement d'être en perpétuel apprentissage. Ça, c'est une réalité. Ça, il faut le faire. Apprentissage en permanence. C'est ça. Il ne faut jamais s'arrêter d'apprendre, jamais s'arrêter de découvrir de nouvelles choses. Par exemple, on peut dire, OK, le gars, il part un peu partout dans le Sénégal, où il voyage, il fait des trucs. Mais par derrière l'entrepreneur qui fait ça, c'est pas parce qu'il est imbibé par un envie touristique où il a beaucoup d'argent, mais le fait de se déplacer d'un point A à un point B permet de voir l'ensemble des contraintes, par exemple, qui sont liées au déplacement. Donc, si je dois apporter une solution liée au transport du personnel, j'aurai une bonne idée parce que j'ai fait des trajets qui m'ont permis d'évaluer les manquements de ce trajet-là, par exemple. Et si j'arrive dans un point B, quels sont les éléments qui manquent dans un point B
que je puisse combler et qui vont répondre aux besoins de la population dans cette localité. Donc, et c'est ça qui fait que, avantageusement, on pourra avoir des outils pour non seulement dépasser la concurrence, parce que quand on parle d'entrepreneuriat, on parle de création d'entreprises, et c'est pas sûr qu'on est seul dans le domaine dans lequel on évolue, tu vois. Et donc, du coup, l'entrepreneur qui va avoir cette ouverture d'esprit, à être dans un apprentissage perpétuel, à étudier, à explorer son environnement, va être dans une persistance certaine et dans une réussite future de son entreprise. Exactement, très bien. Nous sommes bien évidemment toujours avec Jean-Wally Sarr. Il est le chargé de communication de l'Alliance française des Kaolack. Jean-Wally, quand nous parlons de l'entrepreneuriat aujourd'hui, de nos jours, on ne peut pas parler de l'entrepreneuriat sans parler du numérique. Nous sommes au XXIe siècle, une ère qui est catégoriquement numérique. Alors, qu'en est-il du numérique avec l'entrepreneuriat? Bon, je dirais, d'ailleurs, je pense que tu remarques un peu la joie que j'ai à répondre à cette question. Oui. Parce que justement, l'entrepreneuriat, disons, c'est un tout, comme on le sait. Mais le numérique vient combler. Comme un outil, comme un bistouri, le médecin avec son bistouri, comme le maçon avec sa truelle. L'entrepreneur est là, avec les outils numériques, pour justement être dans cette facilitation de réaliser son projet. Et c'est à ça qui est la force du numérique, en fait, de pouvoir se coller à tous les corps de métier, s'adapter à toutes les situations pour permettre à ces situations-là de pouvoir évoluer. Tu vois? Et donc, je pense qu'aujourd'hui, si on était dans une position où le numérique n'aurait pas évolué, nous serions toujours dans cette lenteur dans l'exécution des tâches. Tu vois, dans cette lenteur, dans l'accès à certaines informations, dans cette lenteur par rapport même à l'évolution de notre projet. Et c'est en ça que pouvoir avoir une maîtrise des outils numériques fait une grande différence avec, entre les entrepreneurs. Je pense que ça ne se dicte même plus. Parce que quand on regarde aujourd'hui par rapport à ce qui se passe dans l'écosystème des accompagnateurs, il y a justement ce besoin criard d'être avec des entrepreneurs qui ont un niveau de maîtrise du digital assez élevé. Parce que ça permet d'aller vite. Ça permet d'aller vite, ça facilite un peu dans l'accompagnement et dans l'apprentissage, mais aussi pour l'entrepreneur par rapport au suivi des actions qu'il a menées, par rapport aux différents process qu'il va avoir dans son entreprise. Le fait que ça soit adossé au numérique va extrêmement l'aider et va faciliter. Et on sait aussi que, surtout quand on est une entreprise ou un entrepreneur qui vient de démarrer sa start-up, il n'y a pas encore beaucoup d'employés, tous les process sont là, il y aura besoin par exemple de faire le suivi des clients, d'assurer la livraison des produits, de coordonner les ressources humaines, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ça nécessite quand même une certaine automatisation et c'est grâce au numérique qu'on peut parvenir justement à surmonter tous ces défis au niveau de l'entreprise. Donc, disons, pour conclure un peu ce point, je pense que le numérique et l'entrepreneuriat sont de pair et aujourd'hui ils sont indissociables. Et même aujourd'hui les projets les plus classiques, on essaye justement d'y adosser une forte dose de numérique pour qu'elle puisse avancer le plus possible. Très bien. Toujours, quand on parle de l'entrepreneuriat ici, forcément, on ne doit pas suivre les routines de Jean-Wally. On ne doit pas suivre également les routines de l'autre. Mais véritablement, nous devons venir avec de l'innovation et une forte innovation constante, je dis bien. Alors, qu'en est-il également avec l'innovation et l'entrepreneuriat? Alors, ce qu'il faut comprendre de l'innovation, c'est que c'est totalement différent de l'invention. On peut inventer une chose, mais quand tu as innové, ça revient par exemple à changer tout un process. Une chose qui existait, par exemple, pour voyager dans le temps, on utilisait des mulets, des ânes. Quelqu'un vient, il prend l'âne, il y attache une charrette. Ça prend plus de personnes. On est beaucoup plus confortable. Ça, c'est de l'innovation. Un autre exemple, pour voyager, par exemple, on prenait le bateau. Ça prend beaucoup plus de temps, ça peut prendre plus de monde, mais ce n'est pas aussi rapide. Quelqu'un vient, il amène l'avion. Tu vois, ça c'est l'innovation. L'innovation va permettre de répondre à un besoin client, par exemple.
Et ce besoin client-là, c'est toujours dans une envie de faire évoluer le produit, de rendre le produit beaucoup plus consommable par rapport aux besoins du client ou par le client. Vous voyez? Et donc, c'est en ça que l'innovation est importante. Et cette innovation-là, je pense qu'elle doit tout le temps être réfléchie. Elle n'est pas une fin en soi. Parce qu'une innovation peut l'être aujourd'hui, mais demain, elle ne le sera pas. Parce qu'on aura avancé, de nouvelles méthodes ou de nouvelles manières de faire auront apparu, et du coup, ce procédé devient archaïque. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, on est en train d'innover, l'État est en train d'innover le transport ferroviaire. Oui. Initialement, on parlait uniquement du train qui faisait Dakar-Bamako, par exemple. Aujourd'hui, on parle du TER. Ça, c'est une innovation. Bien vrai que le procédé n'a pas de grand changement, mais dans la disposition, il y a cette innovation-là qui arrive. Donc, et c'est comme ça que l'innovation doit être perçue. C'est un élément en perpétuel mouvement, c'est un élément en perpétuel changement. Et donc, nous, en tant qu'entrepreneurs, on doit être dans cette réflexion-là. Parce que c'est ça qui fera la différenciation. Non seulement par rapport à la concurrence, mais aussi ça qui va faire que notre produit va se maintenir sur le long terme et pouvoir toujours répondre à ce besoin que le client a. Et l'innovation peut ne pas forcément être sur le produit, peut même être sur l'aspect du produit, sur le process en entreprise qu'on fait, ainsi de suite. Donc, c'est à plusieurs niveaux, à plusieurs échelles et doit être adopté par l'entrepreneur pour lui permettre d'être en phase avec ce qui se fait de nouveau, bien sûr. Ça doit répondre à de nouveaux process, mais aussi pour lui permettre justement d'être dans une persistance ou une existence continuelle de son entreprise. Très bien. Merci beaucoup encore une fois pour ces éclaircissements. Quand on parle de l'entrepreneuriat aussi au Sénégal, la plupart des entrepreneurs, on les taquine parfois, on les dit que vous êtes un peu très égoïste, vous m'excusez du mot. Et mais bon, on ne peut pas entreprendre véritablement sans collaboration, sans partenariat, sans des associations, des coopératives, ainsi de suite. Qu'en est-il avec la coopération, avec la collaboration dans le monde entrepreneurial? Essentiel, extrêmement essentiel. Parce que justement, il faut le voir comme un bébé. L'entrepreneur, c'est comme un bébé, l'entrepreneuriat, c'est comme un bébé. Et quand on grandit, on a toujours besoin d'être accompagné. Et accompagner, en termes d'entreprise, veut dire collaborer. Il faut s'ouvrir aux autres. L'idéation déjà, quand on a l'idée, il faut en parler, il faut échanger avec des gens, bien sûr, qui peuvent apporter un plus-value. Et justement, c'est en échangeant, en parlant avec ces personnes-là, qu'on va affiner son idée, qu'on verra ce qui est pertinent ou pas, et on pourra, au final, quand on va se lancer, réduire au moins, au plus, le risque d'échec. Ça, c'est un. Deuxièmement, collaborer ou se faire accompagner parce qu'il arrive à des moments où on n'a pas, bien sûr, et c'est normal, c'est évident, on est tous limités. On peut être spécialiste dans un domaine et le domaine dans lequel on veut évoluer, on n'y a aucune connaissance. Mais l'envie de vouloir apporter une solution nous tient et on a cette foi, cette sincérité qu'on va répondre à ce besoin-là avec notre solution. Et donc, cela nécessite justement de pouvoir collaborer avec des gens qui sont compétents, qui connaissent le domaine et qui savent faire. Si on regarde par exemple le cas de Facebook, Marc, lui, tout ce qu'il sait faire, c'était coder, créer sa plateforme de réseau social, faire les codes, faire les lignes, affiner l'idée, ainsi de suite. Mais côté finance, il était nul, il ne savait rien, il n'avait pas les moyens. Donc il a parlé avec un de ses camarades qui a réussi justement à amener les fonds qu'il fallait pour que ça prenne des parts. Ça, c'est un exemple. Et comme tant d'autres, bien sûr, quand on évolue dans le milieu de l'entrepreneuriat, la collaboration est extrêmement nécessaire. Pour la levée de fonds, par exemple, aussi, on a besoin d'être en rapport avec des structures qui sont capables de nous accompagner dans cette levée de fonds-là. Et dans cette dynamique-là, soit il y a la collaboration, elle peut être directe ou indirecte. Ça, c'est un. Maintenant, si on veut aussi développer son entreprise, par exemple, à un moment donné où on aura besoin de recruter du personnel, on aura besoin, par exemple, d'ouvrir son capital pour y inviter d'autres investisseurs. Et il faut savoir quelle position ces gens-là peuvent avoir. Ils peuvent y avoir la position de collaborateurs, c'est-à-dire des gens, non seulement qui vont investir dans le capital, mais aussi qui vont agir dans la décision de l'entreprise. Mais dans ce cas, tu es obligé d'ouvrir l'idée, de leur faire comprendre ce que tu fais, ce que l'entreprise fait et où est-ce qu'elle va aller,
Et c'est une obligation de collaborer dans ce sens-là. Collaborer dans ce sens. Donc, en somme, parce que je pense que si je comprends bien le sens de la question, c'est ça, et c'est une chose qui arrive le plus souvent. Je rencontre... Nous représentons également le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Mesdames et messieurs, c'était votre premier numéro de podcast. Le deuxième numéro également, vous aurez un autre nanal qui sera là avec vous, partager avec vous sur les notions de l'entrepreneuriat, du développement personnel, comme répond le nom du podcast, Bon Sens. Le bon sens est la chose la mieux partagée au monde. Le rendez-vous, mesdames et messieurs, c'est dans une semaine. Au revoir.